Nous disposons des connaissances nécessaires. Nous avons développé des modèles et des outils technologiques. Tout ceci pour arriver à une gestion plus efficace et plus efficiente de nos pêcheries. Malgré ça, aujourd'hui, plus d'un tiers de nos stocks sont surexploités et donc mal gérés. Eh bien, pour quelles raisons, malgré cette palette d'outils et de méthodes dont nous disposons? C'est l'objectif de cette vidéo. Quels sont les défis, les obstacles aujourd'hui et qui se dressent devant la gestion des pêches? Quels sont les défis actuels, contemporains, mais aussi ceux qui sont futurs auxquels devra faire face la gestion des pêches et tous les acteurs qui sont autour. Le premier frein qu'il est très important de souligner, et c'est très contre-intuitif d'ailleurs, c'est la surcapacité de nos bateaux. C'est-à-dire que l'effort de pêche que nous fournissons se multiplie de jour en jour, alors que les ressources disponibles, elles, diminuent et régressent au fil du temps. C'est très contre-intuitif. C'est-à-dire les bateaux qui sont construits deviennent de plus en plus grands, sont de plus en plus équipés en des technologies de pointe pour identifier un banc de poissons à des kilomètres, l'encercler et récupérer tout le banc. Et dans le même temps, nous mettons des stratégies pour dire qu'on veut limiter la pression sur les ressources naturelles. Ça ne va pas fonctionner. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des programmes et des programmes de subvention qui permettent la fabrication à moindre coût de ces bateaux-là, de ces engins-là, ou même l'acquisition beaucoup plus facile ou presque gratuite de ces embarcations. Ça ne va pas fonctionner de cette manière. Aujourd'hui, l'effort de pêche est estimé à 3 fois plus que ce que les ressources naturelles peuvent nous fournir de façon durable. Vous comprenez avec moi que nous n'allons pas faire long feu avec ça. Donc, le premier obstacle, c'est la surcapacité de nos bateaux. Le deuxième obstacle, qui lui aussi est vraiment de taille, et là, pour le coup, ça va être compliqué, hein, c'est la pêche illégale et non déclarée. Dans un écosystème où la gestion, l'efficacité de la gestion est basée sur la traçabilité de tout ce que nous ressortons du milieu, les données de capture et de débarquement sont capitales et très importantes parce que si les données là ne sont pas bonnes, complètes et certaines et qu'il y a une partie de la donnée qui nous échappe, c'est qu'il y a une partie de notre estimation qui est fausse. Aujourd'hui, la pêche illégale, on en a déjà parlé, elle fait environ 20% des captures mondiales. Et ça, c'est une estimation parce qu'on n'y voit pas clair. Et tant qu'on ne règle pas ce problème, ce sera une grande faille dans la gestion des pêches avec une sous-estimation des captures ou une surestimation dans l'un ou l'autre des cas. Il y aura un biais significatif dans les décisions que nous allons prendre sur la gestion des pêches. Le troisième obstacle que je peux mentionner, et ça concerne l'humain, c'est la gouvernance internationale. Alors, vous savez avec moi que les animaux, de façon globale, et précisément les poissons encore, oui, dans les eaux, n'ont pas de frontières. Et donc, même si chaque pays a sa zone économique exclusive, il y a besoin de coopérer. Lorsque vous partez en haute mer, c'est-à-dire vous sortez des zones économiques exclusives, la ressource qui s'y trouve appartient au monde entier. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour sa gestion. Et à partir du moment où 2, 3, 4, 5, 10, 20 pays doivent se mettre ensemble pour gérer une ressource, honnêtement, c'est compliqué. Parce que les pays, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les négociations prennent tellement de temps qu'au final, on ne prend plus les décisions exactement pour protéger la ressource, mais pour d'autres raisons. C'est que ce sont eux qui prennent la décision. Le scientifique, lui, il dit le stock, c'est estimé à telle quantité. Pour le rendement maximal durable, donc le MSY, c'est tel pour tel stock.
Mais après, le quota, c'est pas le scientifique qui le fixe, hein, c'est le politique. Et si le politique, il a envie de faire plaisir à une communauté, ou il est dans des accords internationaux où il reçoit des pressions, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, eh bien, il met un quota et vous n'avez rien à dire. Vous avez fait votre travail de scientifique, mais finalement, c'est le politique qui donne le quota. Et ça, parfois, ça va à l'encontre de ce que le scientifique a dit. Donc, la gouvernance internationale représente aussi un frein parce que les choses vont très lentement et les règles de décision ne sont pas toujours pour les intérêts des ressources halieutiques, malheureusement. Oh, qu'est-ce qu'on y peut pour le moment? Rien. Alors, j'ai relevé un quatrième défi qui lui aussi n'est pas des moindres, l'un des plus grands déjà, c'est le changement climatique. On n'en parle pas assez, mais c'est un événement, une situation qui change notre quotidien, mais on n'en parle pas assez. Le changement climatique sur les océans, je vais prendre l'exemple de la température. Vous savez que les océans sont en train de se réchauffer progressivement. Et ce réchauffement progressif des océans provoque deux principales choses. La première, ce sont des migrations de masse, c'est-à-dire des espèces de poissons qui vivaient à une température, je vais prendre à l'aveugle comme ça, 20 degrés. Le réchauffement climatique pousse donc leur milieu de vie et ça passe de 20 degrés à 21, 22. Ils vont donc commencer à rechercher les endroits où la température est de 20 degrés. Et donc, en l'occurrence, pour la situation actuelle, c'est que ça migre, les poissons vont commencer à migrer vers le nord. Et vous savez ce que ça peut engendrer pour tous ceux qui sont au sud, mais aussi pour tous ceux qui sont au nord, parce que tous les poissons qui vont migrer ne seraient pas exploitables, il y en aura qui seront invasives, avec toutes les conséquences derrière. L'autre élément du changement climatique, c'est l'apport de nutriments et la production primaire. Il y a quelque chose qu'on appelle le phytoplancton. Ce sont de petits végétaux microscopiques qui sont dans l'eau et représentent l'étape première, c'est-à-dire la base de la chaîne alimentaire. Sans ça, il n'y a pas de zooplancton, il n'y a pas de lave qui survit, il n'y a pas de gros poissons plus tard. Et la température modifie la structure et la quantité de ce phytoplancton disponible dans l'eau. À partir de ce moment, ça a un effet direct sur le recrutement et plus tard sur le renouvellement du stock. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent, mais le défi du changement climatique reste majeur dans la gestion des pêches. C'est bien de relever ou de souligner les défis et de mettre l'accent sur les freins, mais ce serait encore mieux de proposer des solutions, n'est-ce pas? Et la première solution que moi je voudrais proposer, c'est vous. C'est vous qui suivez cette chaîne, c'est vous les consommateurs de poissons, c'est vous les peuples, les habitants des pays. C'est la mobilisation citoyenne. Donc, quand je dis mobilisation, je ne demande pas de descendre dans les rues, mais c'est de prendre connaissance de la chose et de tout ce qui se passe dans le domaine et vous exprimer davantage sur la question. Parce que oui, c'est pas nous qui décidons directement, ce sont les politiques et autres, mais du moment où un sujet vient au cœur de l'actualité, vient au cœur de la discussion quotidienne des gens, mais les politiques ils sont obligés d'y faire attention et même d'agir. Et donc, c'est déjà pour cette raison que moi, je m'investis dans la démocratisation ou dans la démystification de tout ce qui est lié à la gestion des pêches et aussi à l'aquaculture afin que tout le monde puisse avoir des informations vraies et très claires, simples sur la question et essayer d'émettre son avis, de se rendre compte de ce qui veut arriver et de donner son avis. Et à partir du moment où le sujet, on en parle beaucoup et on commence à pousser, les responsables, les politiques, les autorités se retrouvent dans l'obligation d'agir. Donc la première chose, c'est vous, c'est votre action, c'est que vous parliez de ça, c'est que vous alertiez, c'est que vous souteniez ces gens de chaîne qui mettent ces problèmes-là sur la table et que ça aille dans les oreilles des autorités. Parce que c'est l'un des sujets qui sont les moins discutés dans les médias, par exemple. La deuxième solution que je propose, et celle-là, elle existe déjà,
mais ne fait pas ses preuves pour des raisons de mauvaise gestion ou de négligence, c'est les aires marines protégées. C'est un peu comme les parcs qui sont protégés. Donc, les aires marines protégées où la pêche y est strictement interdite, des aires marines protégées qui sont dotées de ressources pour jouer le rôle pour lequel elles ont été créées. Donc, pas de pêche, surveillance, études scientifiques, collecte des données à chaque période, à chaque moment, pour s'assurer que l'aire protégée joue le rôle pour lequel elle a été créée. Il y en a plusieurs, mais vraiment, la surveillance fait beaucoup défaut. Ma troisième solution, celle que je propose, c'est de mettre les moyens à disposition des scientifiques et ceux qui peuvent développer des technologies pour améliorer la collecte des données, l'analyse des données, la surveillance et la traçabilité des captures de pêche. C'est très important parce que si on avait des moyens, on peut mieux surveiller, on peut mieux collecter, on peut assurer une traçabilité presque sans faute. Le véritable problème, c'est pas qu'on est incapable de le faire, c'est parce qu'il manque de moyens. Je vous ai parlé de l'approche écosystémique de pêche, par exemple. C'est une approche dont l'application demande beaucoup de moyens. Mais c'est mieux d'investir dans une approche pareille pour garantir la durabilité de nos ressources que de rester là aujourd'hui à ne rien faire et assister à un effondrement qui sera inévitable. Et la quatrième que je propose, c'est de la production aquacole, l'aquaculture durable. Quand je parle d'aquaculture durable, vous savez de quoi il est question. Produit pour réduire la pression exercée sur les stocks, sur les écosystèmes naturels. Le mot durable relève du fait que la production aquacole ne doit pas exercer une pression supplémentaire sur les écosystèmes naturels, que ce soit aquatiques comme terrestres. Nous arrivons donc à la fin de cette série de vidéos placées sous la thématique Tout connaître sur la gestion des pêches. Ça a été pour moi un plaisir de m'investir autant et d'aller chercher des informations, des illustrations, de prendre du temps pour vous mettre sur la scène toutes ces informations. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je vous demande de m'expliquer, de me dire lequel des 7 thématiques que j'ai abordées vous a le plus intéressé, vous a le plus touché. Et d'un autre côté, je vous demande de me proposer, de me dire quel sujet vous auriez aimé que j'aborde dans les prochaines séries de vidéos que je vais faire. Vous savez que la chaîne est spécialisée sur la question d'aquaculture durable, mais aussi de gestion des ressources halieutiques. Donc, il y aura des séries de vidéos sur la gestion des ressources halieutiques, comme celle-ci que nous sommes en train de clôturer, mais également des séries sur l'aquaculture durable qui vont venir dans le temps. Donc, dites-moi, quel sujet souhaiteriez-vous que j'aborde dans les prochaines semaines? J'ai été content de vous avoir pendant tout ce temps, d'avoir eu votre attention et je la demande toujours en vous remerciant au passage. Cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce qui va arriver par la suite. Ce sera toujours un plaisir pour moi de venir partager de la connaissance et de recevoir des propositions de votre part. Nous sommes Baleine Bleue, l'illustration de la vitale grandeur des eaux. Notre objectif, c'est de mettre la connaissance sur les eaux à disposition de tout le monde pour que ce sujet soit aussi l'un des plus partagés que les sujets d'actualité courante que nous voyons. Donc, à très bientôt pour une nouvelle série, mais j'attends vos commentaires, j'attends vos propositions de sujets. À très bientôt. Baleine Bleue. Ciao.